Le 15e point, c'est une retraite permettant à tous de profiter dignement et pleinement de la vie. C'est aussi une phrase tirée du programme du CNR. Alors, je n'entrerai pas dans trop de détails, je dirais que cette retraite décente pour tous, la première des choses à faire, c'est une confirmation solennelle du rôle de la retraite par répartition, c'est-à-dire la retraite sous l'empire de laquelle nous sommes. Vous savez ce que c'est la retraite par répartition? C'est-à-dire les actifs qui payent pour les inactifs, les cotisants qui payent pour les retraités. Et vous savez qu'il y a en permanence une volonté qui est d'introduire le système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire pour casser cette espèce de solidarité intergénérationnelle et favoriser quoi? Favoriser la constitution de fonds de pension, etc. Le truc habituel, c'est-à-dire au bout du compte de risquer, c'est arrivé d'ailleurs aux États-Unis, que des gens jouent leur retraite en bourse par l'intermédiaire de ces fonds de pension. Une inscription de ce principe dans la Constitution permettra de porter un coup d'arrêt aux dérives envisagées vers un système par capitalisation qui risquerait à terme de mettre en jeu la vie de millions de Français dont les gestionnaires joueraient la retraite en bourse. Attention, ça ne veut pas dire l'interdiction que par ailleurs des Français, s'ils le souhaitent, puissent à titre volontaire, facultatif, à titre complémentaire, participer à des systèmes de retraite par capitalisation. Si des gens ont de l'argent et veulent se constituer une retraite complémentaire par capitalisation, ils le pourront, mais absolument confirmer et inscrire dans la Constitution le maintien de la retraite par répartition. Le réexamen général de la question des retraites dans un cadre national et dégager des instructions européennes, notamment des grandes orientations politiques et économiques, puisque je le disais tout à l'heure, l'objectif fixé par la Commission européenne, même si vous ne le savez pas, c'est de passer à 65, 67 et puis 70 ans. D'ailleurs, M. Fillon l'avait dit il y a environ 3-4 mois, il a dit qu'il va falloir passer à 70 ans comme l'Allemagne. Mais pourquoi? Parce que M. Fillon, je vous signale que M. Fillon est Premier ministre. Je ne sais pas si vous aviez... M. Fillon étant Premier ministre, avait, comment dirais-je, annoncé qu'il allait falloir passer à 60 ans. Bon, tout ça, on ne peut pas se décider comme ça, il ne faut quand même pas exagérer. Ça participe de calculs qui sont des calculs totalement biaisés. Donc, dans l'immédiat, ce que je propose, c'est un coup d'arrêt à l'augmentation continuelle du nombre d'annuités, qui déjà, au cours des dernières années, comme vous le savez, est passé de 37 années et demie d'annuités à 38, 39, 40, 41. Le projet, c'est de passer à 42, 43, 44. Donc moi, je dis stop. On arrête pour l'instant à 41 ans. Et puis, un coup d'arrêt à l'augmentation continuelle de l'âge de départ à la retraite. Et puis ensuite, la fixation plus précise de la politique des retraites découlera d'un débat naturel entre la droite et la gauche. J'insiste sur cet aspect des choses. Vous vous rappelez, une des premières planches que je vous montrais, c'est de distinguer ce qui est la relève du président de la République et ce qui relève du gouvernement. Or, la politique des retraites, en la matière, doit faire l'objet d'un débat droite-gauche. Ce sont des choix sociétaux qui doivent être faits et qui doivent être portés devant le peuple français. Je suis quelqu'un de démocrate, j'estime. Je suis d'ailleurs assez stupéfait de voir comment M. Hollande, M. Sarkozy, M. Bayrou et les autres proposent dans leur programme des choses qui n'ont rien à voir avec quelque chose de stratégique et qui sont des programmes de gouvernement, parfois des mesurettes sans aucun intérêt. Donc ce dont il s'agit, c'est d'avoir des grandes idées, des grands principes républicains, des grands principes stratégiques, et ensuite, pour savoir exactement quel doit être le nombre d'annuités, quel doit être le départ à la retraite, et bien l'âge de départ, et bien tout ceci fait l'objet de débats droite-gauche. Voilà. Le point numéro 16, permettre à tous les enfants d'avoir accès à la culture la plus développée et promouvoir une élite non de naissance, mais de mérite, là aussi tiré du programme du Conseil national de la résistance. Là aussi, c'est brûlant, c'est d'une actualité brûlante. Alors, revalorisation de l'instruction publique, je propose un lancement d'un plan d'urgence que j'appelle Lecture pour tous. Et vous savez qu'actuellement, selon les dernières statistiques, il y a à l'issue de l'école primaire 40% des élèves qui sortent de l'école primaire qui ont des difficultés à lire. Eh bien ça n'est pas tolérable, c'est absolument inadmissible. C'est inadmissible parce que ça témoigne d'une véritable régression sociale, culturelle et civilisationnelle. Il se trouve que j'ai vécu, je le disais tout à l'heure, au Japon. J'ai appris à l'âge de 24 ans à lire et à écrire le japonais, c'est-à-dire des caractères
il y a 2 jeux de syllabaires qui sont typiquement japonais, les hiragana et katakana, mais il y a aussi les caractères chinois, et j'avais réussi à savoir lire et écrire personnellement 300 caractères chinois. Il en faut connaître 1850 pour lire un journal. Je n'en étais absolument pas capable. Donc un jeune chinois, un jeune taïwanais, un jeune japonais qui utilise les caractères chinois sont des enfants qui actuellement apprennent à lire, à écrire en chinois ou avec les caractères kanji, comme on dit. Ça nécessite à peu près, il y a 1850 caractères, il faut compter à peu près, connaître 10 à 20 tracés séquentiels. Ça veut dire qu'il faut connaître par caractère, ça veut dire qu'il faut connaître à peu près 36 000 tracés séquentiels à mémoriser. Vous savez qu'il y a 26 lettres dans notre alphabet, avec chaque lettre faisant 2 ou 3 tracés séquentiels maximum. Le point A, il y a 2 tracés, etc. Ça veut dire qu'en gros, pour apprendre à écrire en français, il faut mémoriser à peu près 75 à 80 tracés séquentiels. Pour apprendre à écrire le chinois, il faut en mémoriser non pas 75 à 80, mais 30 000. Et ils y arrivent par centaines de millions. Ça veut donc bien dire que ça n'est pas un problème que l'on a. Ça, c'est un problème qui a été inventé par une certaine bien-pensance et par comment dirais-je, des prises de position idéologiques et délirantes, qui est que ça serait très difficile d'apprendre à lire et de remise en cause des techniques traditionnelles. Je sais, vous savez, enfin vous avez certainement autour de vous, moi je suis d'une famille, mes origines étaient des paysans, comme beaucoup de Français, et mes ancêtres ont bénéficié de l'école républicaine. Et donc c'était quelque chose, les gens qui étaient sortis de l'école publique en 1910 étaient des gens qui savaient lire et écrire. Je ne dis pas qu'ils avaient eu un enseignement extraordinaire dans tous les domaines, il manquait certainement d'ouverture d'esprit, bien entendu, il y a des choses que le monde moderne a apportées qui sont très bien, je le vois avec mes propres enfants qui connaissent des choses que je ne connaissais pas, notamment grâce à Internet. Et je dis que la première des priorités, c'est de faciliter, c'est que nous passions en l'espace de 5 ans de 40% de difficulté de lecture à moins de 10%. C'est un enjeu qui doit être un enjeu national. Le deuxième point, c'est l'instruction publique contre la misère culturelle, affective et psychique. Et ça, c'est un très très grand sujet qui est celui que nous devons rétablir la force de l'idée de l'ascenseur social au mérite par l'instruction publique. C'est la clé du problème de ce qui se passe actuellement, n'est-ce pas, dans les banlieues, dans les quartiers chauds, etc., c'est que nous devons d'abord et avant tout rétablir dans l'ensemble de la population française, chez les jeunes, notamment dans les quartiers en difficulté, nous devons rétablir la confiance dans l'instruction publique, qui doit être un moyen numéro 1 de lutter contre ce que j'appelle la misère culturelle, affective et psychique. Il faut endiguer le cycle de violence par un programme ambitieux à la hauteur de la France qui comprendra notamment la rénovation de nombreux établissements, mais aussi qui comprendra le retour à une certaine forme de respect, et notamment de respect de l'enseignant dans ses cours. Il faut par ailleurs placer la maîtrise de la langue française, de la lecture j'en ai parlé, mais la maîtrise de la langue française, la maîtrise du calcul et l'enseignement approfondi de l'histoire comme des objectifs principaux avant le collège, en particulier de l'histoire, parce que je suis effaré de voir comment on essaye d'extirper du peuple français sa propre histoire, c'est-à-dire on essaye de lui voler son passé, de lui voler son être. C'est bien la preuve que nous sommes actuellement dans un processus de colonisation, et le colonisateur veut transformer les Français à sa propre image. L'éducation doit redevenir un droit sacré qui doit requérir toute notre attention. Ça passe aussi par une revalorisation de la fonction enseignante, avec une amélioration des conditions de travail et de rémunération, une titularisation des personnels, des qualifications revalorisées et un effort particulier dans les zones sensibles, et une répression sans faille de toute agression physique ou morale contre les enseignants. Et puis, une instruction publique qui doit viser à former des adultes autonomes et réfléchis, et non pas des salariés consommateurs. Ça, c'est un point très important auquel, je pense, toute personne un peu sensible doit se rallier. C'est que le temps de l'enfance et de l'adolescence
doit demeurer prioritairement celui de l'apprentissage de la vie et de la culture, de l'idéalisme et de la gratuité. L'idée de gratuité, l'idée de faire quelque chose gratuit, l'idée d'apprendre pour le plaisir d'apprendre, de lire pour le plaisir de lire, de connaître l'histoire pour le plaisir de connaître l'histoire. La formation au monde de l'entreprise et à l'univers marchand, depuis maintenant, il y a une dérive de plus en plus marquée qui consiste de plus en plus jeunes à vouloir formater les jeunes esprits pour qu'ils deviennent des espèces de consommateurs robotisés ou des agents travaillant dans des sociétés de façon mécanique. Donc, pour moi, la formation au monde de l'entreprise et à l'univers marchand n'a pas sa place jusqu'à la fin de la classe de 3e. Nous devons, d'une certaine façon, protéger ce que j'appelle le temps de l'innocence de l'enfance et de l'adolescence. Et puis, un coup d'arrêt à l'américanisation subliminale délibérée des cerveaux. Je suis frappé par le fait que, comme tout processus de colonisation, je le disais à l'instant, nous voyons de plus en plus la langue française s'émailler de jargon d'origine nord-américaine, et puis de plus en plus des mythes qui ne nous appartiennent pas s'imposer au peuple français. Nous devons fixer par la loi des quotas maximaux de films et de chansons par pays d'origine diffusés dans les médias. J'y reviendrai dans un instant d'ailleurs, parce que je suis tout sauf un xénophobe et quelqu'un qui veut renfermer la France sur elle-même. Je suis au contraire pour le fait d'ouvrir la France sur le monde. Or, actuellement, nous ne sommes pas dans un processus de mondialisation, nous sommes actuellement dans un processus d'américanisation. Combien de fois entendez-vous à la radio française ou sur des bandes FM des chansons contemporaines chinoises, ou japonaises, ou brésiliennes, ou indiennes, ou sri-lankaises, ou russes, ou polonaises, ou même allemandes, ou même italiennes, ou même grecques? 99% des chansons qu'on entend sur la bande FM, c'est des chansons américaines, sauf sur Chante France et Radio Nostalgie. Ça n'est pas tolérable. Et qu'on ne me dise pas que je suis anti-américain, parce que aux États-Unis, est-ce que l'on entend 99% du temps des chansons françaises? La réponse est non. Donc il y a là une asymétrie qui est une asymétrie de type colonial. Et j'insiste sur le fait que tout ceci n'est pas anodin. Il suffit de lire Zbigniew Brzezinski, qui est un grand stratège, qui a été le conseiller diplomatique de Carter, qui expliquait qu'il fallait développer, que pour la première fois dans l'histoire du monde, la puissance hégémonique mondiale dans toute l'histoire de l'humanité s'était toujours implantée par la coercition, par la force militaire, par la terreur, et que pour la première fois dans l'histoire du monde, les États-Unis dominent la planète par une nouvelle arme, qui est l'arme de la séduction. Séduction, ça vient du latin subducere, conduire par-dessous. C'est ce que les Américains ont théorisé sous le nom de soft power, le pouvoir doux. Eh bien, là, nous touchons du doigt, il faut bien comprendre que pour les stratèges américains, le flux constant de séries américaines, de chansons américaines, etc., qui est constamment diffusé en France, mais aussi en Italie, etc., participe d'un plan totalement délibéré d'asservissement politique, culturel, mental à la puissance américaine. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut justement rendre aux Français l'enseignement de leur propre culture. Il faut maintenir et approfondir l'exception culturelle. Vous savez qu'en France, grâce au lobby des instituts, des milieux de la culture, on a institué une exception culturelle qui permet d'aider à la création artistique française, aux films et aux chansons françaises. Il en reste un tout petit peu encore de films français. Nous sommes une exception par rapport, dans le monde occidental, parce qu'il reste, je vais en parler dans un instant, les productions cinématographiques ailleurs, mais ça veut dire que dans le monde occidental, en Europe par exemple, eh bien, il reste encore un petit cinéma français, justement parce que nous l'avons fait échapper à la loi uniquement de l'argent. Je préconise une obligation de qualité culturelle sur les grandes chaînes de radio et de télévision publiques, dont TF1, renationalisée notamment dans ce but. Ça veut dire le quota minimum de programmation de pièces du théâtre français classique. Il est quand même inimaginable que les jeunes Français n'aient pas l'occasion de voir, je ne dis pas tous les jours, ni même toutes les semaines, ni même peut-être même tous les mois, mais au moins une fois par trimestre, qu'il y a une pièce de théâtre de Molière, une pièce de théâtre de Corneille, une pièce de théâtre de Racine,
qu'il y ait une pièce de théâtre de Feydeau, de Courteline, qu'il y ait un opéra, pas forcément un opéra de Rameau d'ailleurs, ou de Ravel, ça peut être aussi un opéra, je ne sais pas, de Handel, ou un opéra italien, ou un opéra allemand, qu'on n'ait même plus l'occasion, ou peu l'occasion de revoir des films classiques, qu'on ait si peu l'occasion, et ça je précise le fait que des télévisions comme la télévision britannique sont quand même de meilleure qualité. Hein. C'est vraiment l'abrutissement général de TF1 avec Koh-Lanta ou avec la Starac. Tout ceci n'est pas tolérable. Et l'ouverture indispensable sur les cultures du monde, une obligation qui devra être faite aux grandes chaînes de radio et télévision publiques de diffuser des informations et des films représentant les points de vue et les sensibilités d'autres civilisations. Combien de fois voit-on à la télévision des films de Ozu, un grand cinéaste japonais des années 60, par exemple Fin d'automne ou Retour à Tokyo, pour ceux d'entre vous qui connaissent, des films chinois, des films taïwanais, des films indiens. Il y a des films indiens là, actuellement. Vous savez que le plus grand producteur au monde de films, c'est l'Inde, ce qu'on appelle Bollywood dans les studios de Bombay. Je ne dis pas qu'il faut présenter ça constamment, mais il y a quelques productions. Je pense à un film récent qui s'appelle Jodha Akbar, qui se passe sous l'empereur moghol Akbar. C'est un film typiquement une très super production bollywoodienne, une super production à l'indienne, avec un peu, comment dirais-je, une espèce de comédie musicale, mais avec ça se passe en Inde, ça se passe dans des décors du Rajasthan, avec... Eh bien, ces 3 heures passées dans un autre univers mental, dans une autre civilisation. Ben ça, c'est ça qu'il faut faire sur TF1. Une fois, et puis un autre jour, il y aura, je ne sais pas, La momie de Chabdi Abdessalam, qui est un grand film égyptien des années 70. Il y a des films russes, des films brésiliens, il y a le cinéma du film africain, où il y a des films africains d'Afrique francophone actuellement qui sont tout à fait intéressants. Mais c'est ça là, le monde. Et nous n'avons rien de ça. Nous ne sommes pas dans la mondialisation, nous sommes dans une colonisation américaine systématique.